Bonjour, je m'appelle Patricio et je suis de iOS. J'ai pas mis d'animation dans ma présentation, désolé. Je me suis dit que s'il y avait le temps, je le ferais, mais je n'ai pas eu le temps. Ça fait un moment que je m'intéresse au domain-driven design. Voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une présentation comme ça, j'apprends un peu plus et je partage aussi. Et merci pour l'opportunité. Même si on me force à m'enregistrer maintenant. Mais non, c'est pas, c'est une blague. Voilà, on va commencer. C'est quoi le domain-driven design? C'est une approche au développement du logiciel qui est centrée dans la compréhension du domaine, du domaine de la problématique qu'on veut résoudre. Voilà, chaque application a un domaine différent. Et voilà, ici, le DDD, c'est une approche qui va prendre vraiment le domaine dans le centre. Comme par exemple avec la clean archi ou l'archi hexagonale. Mais le DDD n'est pas une archi, mais c'est un ensemble de principes et pratiques. Un ensemble de principes pratiques qui nous aident pour améliorer notre code et essayer d'amener le domaine de notre code d'une meilleure façon. Une chose que j'ai oubliée, c'est que le DDD, c'est quelque chose que je peux commencer dans mon projet, mais c'est mieux si c'est toute l'équipe qui s'y met, parce que c'est un effort collaboratif. Voilà, c'est l'équipe qui, si l'équipe se met tous ensemble à faire du DDD, ça va mieux marcher que si je me mets de mon côté. Alors, le DDD, ça vient de ce livre-là, qui est connu comme le Blue Book, par Eric Evans. Et dans ce livre, on peut distinguer deux parties. La première partie, ça parle plutôt du tactical design, et la deuxième partie qui parle du strategic design. Ces deux, c'est les piliers fondamentaux du domain-driven design. Et le tactical design et le strategic design répondent à deux questions différentes. Le tactical design répond à la question de comment on va développer, comment on va faire pour trouver la solution à notre problème. Et le strategic design répond à la question du quoi, le what. C'est quoi c'est le domaine, c'est quoi? C'est le domaine, et la compréhension du domaine. Et voilà, c'est ça que je vais un peu expliquer. Le strategic design, alors il y a pas mal de concepts. Il y a pas mal de concepts, et j'ai choisi trois, voilà, c'est vraiment une introduction. Et j'ai choisi les trois c'est la base, et aussi je pense que ça c'est le plus important. Et voilà. On commence par le ubiquitous language. C'est pas facile à dire ce mot. Et je suis sûr que personne ne sait le prononcer bien. Et l'ubiquitous language, c'est un langage partagé entre les membres tech et non tech de l'équipe, les développeurs, la QA, les designers, le PO et même les clients. Voilà. Et parmi toute l'équipe, il y a un expert domaine. Et l'expert domaine peut être aussi... l'expert domaine, ça veut dire que il s'y connaît. Il connaît tous les concepts qu'il faut savoir pour trouver une solution pour créer l'application ou voilà, le projet. Alors, le ubiquitous language consiste en... Ça peut être des mots, ça peut être des verbes, des adjectifs, et ça peut être aussi des phrases qu'on utilise dans l'application voilà, pour se communiquer entre les différents membres de l'équipe.
Voilà, attendez. Voilà. C'est perdu. Ouais. Alors, le but de l'Ubiquitous Language, c'est de réduire les traductions. Ce que je veux dire par là, c'est que une idée commence à partir, ça part du expert domaine, et ça passe par, je sais pas, le PO. Ensuite, l'idée passe vers le dev, et c'est le dev qui va mettre l'idée dans le code. Alors, c'est tout ce chemin que l'idée va parcourir. Il y a pas mal des personnes au milieu, et il peut y avoir des traductions des termes et l'idée peut être un peu modifiée, ou même on peut perdre des informations, des informations importantes. Alors l'idée d'avoir un ubiquitous language, un langage partagé, c'est de réduire ces traductions à zéro. Comme ça, on réduit aussi le nombre d'erreurs, des bugs. Le deuxième concept, c'est le bounded context. Le bounded context, c'est une limite logique d'un contexte. Non, désolé. C'est une limite logique qui est définie par un contexte. Et dans ce contexte, il y a des concepts et aussi des règles métiers. Et l'idée, c'est d'avoir, dans une application, avoir plusieurs bounded contexts qui coexistent entre eux, avec des liens entre eux, mais dans chaque bounded context, il y a une cohérence à l'intérieur, et il y a un sens pourquoi on a ces limites. Voilà, ça a un sens. Oui. Et ensuite, attendez. Voilà, il y a un exemple de. Ah oui. Un exemple de bounded context, par exemple, pour l'application comme McDo, où il y a on peut définir un contexte de gestion des menus, quand la personne fait son menu. On peut définir aussi un contexte pour la gestion de commandes, quand la personne va commander. Et aussi, on peut dire qu'il y a un contexte de paiement. Voilà. Et ces trois contextes sont... il y a une limite claire, et il y a une cohérence dans chaque contexte. Voilà, c'est comme ça qu'on peut avoir des contextes un peu séparés avec des limites claires. Il y a deux façons de trouver un bounded context. Enfin, il y a plusieurs, mais bon. Il y a des un peu officiels, on va dire, de DDD. Il y a un workshop qui s'appelle Event Storming. Il y a l'autre qui s'appelle Domain Storytelling. En gros, c'est des workshops collaboratifs pour travailler avec toute l'équipe et déterminer justement les bounded context pour mieux travailler ensuite. Le troisième concept, c'est le core domain. Bon, c'est plus facile. Enfin, le core domain, ça va être l'essentiel de l'application. Si on enlève un concept du core domain, l'application n'a plus de sens. Ça veut dire que ce n'est pas une feature à part, c'est vraiment le plus important de l'application. Et pourquoi je le mets ici? C'est parce que il faut le définir, et parce que quand on le définit, toute l'équipe va savoir qu'il faut mettre un effort spécial sur le core domain, parce que voilà, c'est la partie la plus essentielle. Et c'est par là qu'il faudrait commencer à attaquer un projet. Ensuite, le tactical design. Dans le tactical design, il y a pas mal de concepts qu'on connaît déjà, parce que c'est pas
de nouvelles choses. C'est beaucoup. Et Eric Evans, il a pris beaucoup des choses existantes et il a cadré un peu plus et pour justement écrire son livre. Parce qu'il y a dans le tactical design, il y a des choses comme le repository, le service, les modules et les factories. Et moi, j'ai gardé ces trois, voilà, parce que je me suis dit que c'était ce qui me parle le plus et ça qui me donne le plus de valeur dans le code. Alors, il y a les entities et les value objects. Les entities, bah, c'est des objets avec une identité précise. En général, c'est une clé persistante, un ID. Et au contraire, les value objects, bah, ça représente une valeur et c'est défini pas par un ID, mais par les attributs qu'il contient. Et il y a aussi les aggregates. Et les aggregates, c'est un ensemble de concepts et il y a un paquet de concepts et de règles métiers. Et alors, en quoi ça consiste un aggregate? Ça consiste en une entité racine. Alors, ça commence par la racine, l'entité racine, et ensuite les entités et value object associés. Oui, et alors, pourquoi les aggregates, on dirait que c'est une entité comme n'importe quelle autre, mais ce n'est pas le cas parce que les aggregates, c'est ce qui est bien des aggregates, c'est qu'ils garantissent que les règles métiers qu'on veut mettre dedans ils vont être respectées et que l'aggregate va être valide tout le temps. Enfin, oui, tout le temps, par rapport aux règles métiers qu'on a décidé d'implémenter. On ne peut pas utiliser l'aggregate et arriver à un état invalide. Et c'est ça qui est bien, parce que voilà, c'est ça qui est bien. Après, on ne se préoccupe pas, on n'est pas préoccupé, on sait qu'il va être valide. Voilà, ça c'était à peu près Domain Driven Design. Et maintenant, j'ai récupéré un peu ces trois principes, on va dire, que j'ai beaucoup aimé. Enfin, ça va vraiment rester dans la tête du livre Domain Driven Design de Eric Evans. Le premier principe, c'est make implicit concept explicit. En gros, moi, je ne vais pas travailler en français, mais parfois dans le code, dans des fonctions où voilà, on a du code, on peut avoir un if quelque chose et avoir plusieurs conditions. Et ça peut être une règle métier, soit qu'on l'a mise en place, mais implicitement, parce que voilà, c'était pas écrit sur la story, mais on l'a mis voilà, implicitement. Et ça c'est mieux si c'est explicite. Voilà, c'est mieux pour nous, mais pour bien sûr le futur développeur qui va arriver dessus. Voilà, et comme exemple, ça peut être, je sais pas, comme je disais, les if-else. Parfois, on peut extraire cette information pour justement expliciter la règle métier qu'on veut, mais aussi par exemple, un state management, c'est prendre du code et créer un state management pour justement expliciter chaque état du composant. C'est aussi faire explicite un concept implicite. Un deuxième principe que j'ai bien aimé, c'est l'Intention Revealing Interface. Parce que, en gros, ça a l'air joli comme ça, mais en gros, c'est nommer bien les objets qu'on utilise.
est nommé bien avec le ubiquitous language. L'idée, c'est d'utiliser justement l'ubiquitous language et pas des termes techniques comme manager, comme handler, comme voilà, des choses des noms qui ne parlent pas vraiment je sais pas, à la QA, au PO, même si bien sûr eux ils vont pas aller regarder le code, mais si on commence à parler, on commence une discussion, on va pas leur parler d'un handler, d'un manager, mais d'un mot qui est dans notre ubiquitous language et qui est partagé entre la tech et le non-tech. Et là, bah, ça vient avec le troisième principe, c'est talk to the experts. Alors, il faut parler. Les experts, ça peut être, comme je vous disais, ça peut être le client, ça peut être même, bon, le dev, ça ne devrait pas être ça, mais le dev aussi, ça peut être l'expert, ou le PO. Et l'idée, c'est de parler avec les experts, de partager, de collaborer et d'essayer de trouver un langage partagé. Parce que si j'utilise un mot pour un objet et le PO il utilise un autre mot pour l'objet, bah, il y aura un problème de traduction. Et il faut qu'on unifie le langage. Et, il y a quelque chose que j'ai oublié par rapport au Intention Revealing Interface. Ça m'a donné envie de parler parce que c'est un lien avec le BDD, le Behavior Driven Design, et surtout avec le testing, parce que dans le BDD, le testing, on utilise des mots, on ne va pas dire is false, on utilise vraiment des mots du métier. Et c'est là qu'avoir un ubiquitous language qui est vraiment, c'est du métier, bah c'est le point fort. Voilà. Alors, le takeaways pour la maison. Que vous pouvez commencer le DDD aujourd'hui. Par exemple, dans votre base de données, vous pouvez aller voir une grosse classe et voir si il y a des états invalides. Il y a plein de scénarios où il peut y avoir des classes qui, à un moment, même si vous dites c'est pas possible parce que ça va pas arriver, mais parce que les règles métiers que vous avez mis en place dans le code, ils font impossible que ce soit impossible qu'on arrive à un état invalide. Mais si on l'a créé à la main, et si on l'a créé à la main et on arrive à un état invalide, bah, c'est pas bien. Il faut essayer vraiment que, bien sûr, une classe assez complexe, pas une petite classe, il faut que les états invalides ils disparaissent pour arriver vraiment à une consistance dans le code. À nouveau, le talk to the expert, parce que en parlant avec le PO, vraiment, si vous trouvez qu'il y a un mot que vous traduisez vraiment tout le temps, ou il y a un concept qui vous avez mais pas le PO, bah, il faut essayer vraiment, avoir un échange pour trouver des mots et des expressions, des verbes, et vraiment ajouter tout ça et créer votre ubiquitous language. Et l'idée, je ne sais pas, après, dans l'idéal, oui, ça serait bien de documenter, mais bon, c'est difficile parfois de documenter. Voilà, et pour moi, au moins, c'était le continuous learning, le DDD. Il y a plein de ressources. Et les livres, ils sont assez gros. Alors, vous pouvez commencer à lire un peu, essayer de trouver les idées qu'on trouve dans les livres.
essayez de les trouver dans votre code, voilà, pour améliorer votre base du code. Et je finis par voilà, cette... non, j'ai pas fini encore. Cette phrase, parce en gros, c'est pas la connaissance c'est pas la connaissance du expert qui va aller dans le code, mais c'est la compréhension du développeur qui va dans le code. Et c'est ça qui est très important. Bah, c'est pour ça qu'on a le Ubiquitous Language qui va nous aider à réduire cette distance entre la connaissance d'expert et notre compréhension. Voilà, c'est fini. Et si vous voulez savoir plus, bah, il y a le livre, le Blue Book d'Eric Evans. Et en faisant cette présentation, bah, j'ai tombé sur celui-là, Implementing Domain-Driven Design, qui j'ai commencé à le lire et ça m'a beaucoup plu, et beaucoup plus que l'autre. Même si, ouais, et l'autre c'est vraiment la base. Je sais pas, c'est écrit différemment. Le rouge, ça m'a beaucoup plu comme c'est écrit. Et ça m'a, oui, voilà. Je pense que si vous voulez, vous pourrez commencer par le rouge. Mais l'autre aussi, c'est un complément. Ça se complémente. Et sinon, si vous n'aimez pas les livres, j'ai trouvé ces GitHub où il y a pas mal de ressources pour des ateliers pour trouver les bounded context de l'application. Et pour, voilà, aussi pour le Ubiquitous Language, il y a pas mal de ressources. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ouais. Si l'expert ainsi que tous les textes sont écrits en français, est-ce que lorsque tu vas coder, tu vas nommer ces types en français? Je ne sais pas. Enfin, j'ai vu cette question, je ne me souviens plus où, et la personne disait de mettre en français. Voilà, personnellement, enfin, en français, c'est bizarre. mais c'est mon point de vue parce que je suis habitué à l'anglais. Peut-être je ne suis pas français. Peut-être que pour un français, ça va être mieux. Mais je pense que l'anglais, dans une équipe internationale en général, bah, c'est l'anglais qui l'emporte. Mais s'il y a que des Français dans une équipe, peut-être que les Français, ça a du sens. Mais pour moi, c'est pas important. Enfin, c'est pas important. C'est mieux l'anglais. Et voilà. La difficulté parfois aussi, c'est quand les experts changent d'avis en cours de route sur les termes, parce que ça peut arriver notamment quand c'est drivé par le marketing, parfois une fonctionnalité. Et tu as un nom au début du développement et le nom il a changé à la fin ou en cours de développement. Et parfois il est trop tard pour revenir dessus dans le code, parce que quand tu as commencé à créer des choses en base de données... Ouais, c'est vrai. Ça peut être compliqué de changer. Ouais, c'est vrai. Bah, deprecated tout, et tu commences. D'accord. Donc toi, tu utilises ça Non, c'est quelque chose qu'on avait commencé à regarder, à découvrir, à explorer, et essayer justement de regarder notre code et voir s'il y a des choses qu'on pouvait améliorer. Ouais. Mais ce qu'on a fait, c'est un atelier pour justement récupérer tous les concepts qu'on a et de créer à nouveau, parce qu'on avait déjà des objets, mais le créer à nouveau, mais en mettant l'accent dans de garantir que garantir qu'un objet ça va être valide tout le temps. Et pas, en fait, les aggregates, c'est pas une hiérarchie et des relations. En fait, c'est les business, les règles métiers qui
c'est le plus important, et l'état où il est, les aggregates. Ce n'est pas une hiérarchie où, voilà, je sais pas, l'utilisateur, il a, je sais pas, des attributs, et voilà, il y a plus d'attributs après. Vraiment, c'est pas décrire la réalité, mais vraiment, il faut mettre l'accent dans le règle métier, qu'il faut que ça soit voilà, respecté. Merci encore. Merci.